Une séance de synthèse pour marquer la fin de la tournée du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le département du Littoral. Après avoir parcouru les 13 arrondissements que compte la ville de Cotonou, le ministre Raphaël Akoteyon fait ici, dans cette salle de conférence de la mairie de Cotonou, le point de sa visite avec les autorités de la ville, les élus locaux et les directeurs départementaux du Littoral. Cette tournée qui vient à point nommé a pour principal objectif d'apprécier l'état de la gouvernance et les réalités auxquelles nos populations sont confrontées. En effet, les réformes mises en œuvre depuis mon arrivée à la tête de cette commune ont permis un bond quantitatif des ressources propres de ceux-ci grâce aux efforts soutenus du personnel de la mairie de Cotonou que je remercie au passage. Les recettes propres de la commune en 2022 s'élèvent à 16 223 607 353, soit 95,04% des prévisions. Globalement, le taux d'accroissement moyen des recettes propres de la commune de Cotonou est de 4% durant les 5 dernières années. Ces efforts de mobilisation de recettes propres ont permis à la commune de Cotonou d'avoir une autonomie financière de 197,79%. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, 2023 est déclaré année de l'éducation. Le préfet du Littoral, Alain Sourou Orunla, n'a pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur cette initiative du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. Il a saisi l'occasion pour exposer au ministre les problèmes qui minent le progrès de la ville de Cotonou. L'identification et de la sécurisation des réserves administratives ainsi que des domaines privés de la commune continue d'être une préoccupation non résolue qui, à terme, handicapera le développement de la capitale économique du Bénin qu'est Cotonou, car il lui sera impossible de trouver des domaines pour la construction de nouvelles infrastructures économiques et socio-communautaires. Il en est de même du problème de la mobilité urbaine qui est entravée, entre autres, par les stationnements anarchiques des véhicules de transport en commun en raison de l'inexistence de gares routières dans la ville de Cotonou. Enfin, la question de la gestion des panneaux publicitaires de la ville mérite une attention particulière car elle est source d'importantes fuites de recettes pour la commune. Toutes ces questions et d'autres sont régulièrement débattues dans le cadre formel d'échange et de concertation que constitue le Conseil départemental de concertation et de coordination et la tournée annuelle du préfet dans la commune, mais elles n'ont pas encore trouvé de solution adéquate. À ces problèmes évoqués, le ministre Raphaël Akoteyon promet un retour favorable de la part du gouvernement. Deux communications ont meublé cette séance de Cotonou. Il s'agit d'une part des performances de la commune de Cotonou et l'état de ses relations avec la tutelle. Et d'autre part, de la promotion des mesures de mitigation des risques d'attaques terroristes, notamment les systèmes d'alerte précoce et la coproduction de la sécurité. À travers cette thématique, nous allons donc aborder les questions de mobilisation de ressources propres, de bonne gouvernance et de sécurité. Par ailleurs, il faut noter que l'entretien des infrastructures réalisées par la commune et surtout par l'État reste un défi préoccupant à relever. On assiste à des situations déplorables, parfois, qui écorchent l'image de marque de la ville. Ces images qui sont aux antipodes des orientations du chef de l'État dans le secteur de la décentralisation ne sauraient perdurer. Après l'étape du littoral, cap sera mis sur le département de l'Atlantique pour le même exercice.
plaisir et le grand honneur d'avoir le président de la République du Bénin, le président Patrice Talon, si je me permets, mon jeune frère, qui est venu nous voir pour une visite de travail et d'amitié. Président, merci de nous honorer et de passer un peu de temps avec nous. Je vous laisse la parole. C'est toujours avec bonheur et honneur que je viens ici en Côte d'Ivoire. Et cette occasion m'offre à nouveau ce plaisir et cet honneur, d'autant que nous sommes dans une phase actuelle un peu de préoccupation. Donc, venir voir le président, mon grand frère, pour échanger sur les préoccupations communes qui concernent la sécurité dans la sous-région, les diverses élections que nos pays abordent ces temps-ci, ainsi que la question de financement, de développement. Nous avons un sommet à Paris à partir de demain. L'occasion était bonne pour moi de venir échanger avec le président Ouattara. La Côte d'Ivoire, qui est, vous savez très bien, le moteur de notre communauté économique du MOA. Donc, et évoquer ce sommet et échanger sur les points de vue qui sont les nôtres et que nous aurons à présenter, à défendre durant les tables rondes et le sommet de demain après-demain. Donc toutes les occasions sont bonnes pour moi pour venir prendre la bénédiction, pour venir échanger avec le grand frère. Merci beaucoup. Et je viens goûter à l'hospitalité ivoirienne. Merci beaucoup, grand frère, merci à nouveau. Merci. Inscrit sur la liste des communes qui entendent régler les questions de sécurité au niveau des frontières de façon inclusive et participative. Au regard du contexte sous-régional caractérisé par des attaques terroristes, l'élaboration d'un plan qui va permettre à chaque citoyen de la commune de se sentir en sécurité partout apparaît comme une nécessité. Aujourd'hui, on parle d'extrémisme violent. Et qu'est-ce qui caractérise cette situation? C'est le fait d'avoir évidemment quelqu'un le matin qui est un bon conducteur sémigeant et que le lendemain prenne les armes, tue et après-demain retourne encore pour devenir des personnes exemplaires. Pour pouvoir détecter ces personnes, pouvoir les combattre, pouvoir les faire changer d'attitude, il n'y a qu'une seule force, c'est l'homme. 1000 camps, 1000 commissariats ne permettront jamais de déterminer ces personnes-là. Il n'y a que les yeux, les oreilles des voisins pour les détecter et pour les annihiler. C'est pourquoi le renseignement territorial est devenu une arme très importante, une gouvernance à la base portée par les collectivités et les communautés. Une fois ce plan local de sécurité élaboré, Poubert, de par sa situation géographique, pourra gérer avec efficacité ses limites avec le Nigeria. Le plan local de sécurité est un pan important du plan de développement communal. C'est un instrument technique de la gouvernance de la sécurité élaboré à partir d'une démarche participative de diagnostic où toutes les couches de la société participent et donnent leur point de vue quant à la gestion de la sécurité de leur côté. L'élaboration et la réussite de cet outil En Sierra Leone, des centaines de partisans du principal parti d'opposition All People Congress ont manifesté devant le siège de l'APC à Freetown mercredi, à seulement quelques jours des élections générales. Les manifestants appellent à la démission de Mohamed Koné, le commissaire électoral en chef, soupçonné de partialité en faveur du pouvoir. Nous sommes ici pour protester car nous voulons des élections crédibles, c'est tout ce que l'on souhaite. Nous n'avons aucun problème avec le gouvernement en place. Si les élections sont libres et équitables, il n'y aura certainement pas de protestation. Nous avons soulevé plusieurs questions auprès de la commission électorale. Ils n'ont rien pris en compte. Si Mohamed Koné sait qu'il n'est pas partial, alors il devrait écouter les habitants du pays, car nous sommes majoritaires.
Pour l'APC, il est impératif que le gouvernement démantèle la commission électorale. L'opposition dénonce entre autres la mauvaise qualité des cartes d'électeurs, le système de décompte des voix ainsi que le transfert manuel et électronique des suffrages. Ce 24 juin, plus de 3 millions de Sierra-Léonais sont attendus aux urnes pour élire leur prochain président, leurs députés et conseillers locaux. À l'approche des élections générales du 24 juin en Sierra Leone, les habitants sont préoccupés par les difficultés économiques croissantes auxquelles ils sont confrontés. Sur un marché du centre-ville de Freetown, des commerçants et des chauffeurs de taxi discutent de l'inflation qui grimpe. L'inflation annuelle du pays s'élevait à 43% en avril dernier. En ce moment, les affaires dans ce pays sont très difficiles parce que nous n'avons pas d'économie fixe. Notre économie est trop faible. Nous souffrons parce que, comme nous faisons des affaires, lorsque nous allons acheter, tout est en hausse. Les frais de transport sont élevés, nous n'avons personne pour parler en notre nom. Lorsque nous sortons pour manifester, la police utilise des armes contre nous, ils tuent des innocents et nous souffrons. Alors que la Sierra Leone se rétablissait à peine de l'épidémie d'Ebola connue de 2014 à 2016, le pays a été durement touché par la pandémie de Covid-19 et les conséquences de la guerre russe en Ukraine. Abdulrahman, chauffeur d'un tuk-tuk commercial appelé Kéké, est obligé de travailler 18 heures par jour pour joindre les deux bouts. Lorsque vous achetez 4 litres de carburant, c'est très difficile de se remettre de cette dépense. Il faut rouler longtemps avant de rentabiliser cet argent. Alors vous imaginez, vous partez le matin pour nourrir les enfants à la maison, vous achetez des choses pour la famille, vous ne pouvez rien économiser. Le coût de la vie est trop élevé. Le président sortant Julius Maada Bio et son principal opposant Samura Kamara ont tous deux déclaré qu'ils donneraient la priorité à la relance de l'agriculture et à la durabilité alimentaire dans le pays pour faire face à la crise du coût de la vie. C'est en novembre 2022 que la dernière unité de production de la centrale au charbon de Komati en Afrique du Sud, qui produisait environ 125 MW, a fermé. La reconversion de celle-ci en centrale éolienne s'inscrit dans le projet de l'Afrique du Sud de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Cependant, la fermeture de cette centrale importante pèse sur la couverture énergétique. Bien que le changement climatique soit un problème majeur et que nous devions passer à des sources d'électricité à faible teneur en carbone, nous devons tenir compte du fait que la consommation d'électricité en général en Afrique du Sud est en forte hausse. Nous devons donc continuer à développer les énergies renouvelables, mais ne pas arrêter tout ce qui est fossile tant que nous n'aurons pas suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins de base du pays. La Banque mondiale a accordé un prêt de 490 millions de dollars pour la reconversion de la centrale. Cet argent est censé permettre la formation des anciens employés, mais les travaux piétinent. Il devrait durer 5 ans, selon les autorités. Quelques questions ont été soulevées concernant le modèle de financement associé à ce partenariat sur la transition énergétique. Du point de vue de l'Afrique du Sud, seuls 4% du montant représentent des subventions. Pour le reste, il s'agit principalement de prêts. Or, il est évident que notre pays est très endetté. Ouverte en 1961, la fermeture de la centrale impacte économiquement la province de Mpumalanga et les communautés environnantes qui en tiraient profit. Cette semaine, Eskom a lancé un appel d'offres pour la mise en œuvre d'un plan socio-économique visant à atténuer les effets de la fermeture de cette centrale. Un accident ferroviaire en Tunisie a fait au moins 2 morts et 34 blessés. Le train assurant la liaison entre la capitale et la ville de Gabès, dans le sud-est du pays, a déraillé ce mercredi aux alentours d'1h du matin, alors qu'il entrait dans la ville de Msaken, à quelques 150 km de Tunis. 2 des personnes décédées ont été transférées à la morgue de l'hôpital Farhat Arshad Dessous, tandis que certains blessés sont soignés dans les services d'urgence des hôpitaux Farhat Arshad et Sarloul.
Dans un communiqué, la Société nationale des chemins de fer tunisiens explique que le conducteur du train a été tué lorsque la locomotive s'est renversée à l'entrée de la gare. 3 wagons ont ensuite déraillé, causant la mort d'un passager. Le président français Emmanuel Macron a reçu mercredi ses homologues du Tchad et du Gabon, alors que Paris se prépare pour le sommet sur le nouveau pacte financier. L'objectif du sommet est de rénover en urgence l'architecture financière internationale, née des accords de Bretton Woods en 1944, avec la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'accès à leur financement est jugé difficile par les pays africains, alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicules, sécheresses et inondations, mais aussi pour sortir de la pauvreté. Les pays pollueurs seront, eux, mis face à leur promesse de financer 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement face au réchauffement climatique. Une promesse censée être tenue cette année avec 3 années de retard qui ont profondément blessé la confiance entre le Nord et le Sud. Les banques multilatérales de développement seront aussi appelées à prêter davantage quelques mois après l'annonce de la mobilisation de 50 milliards de dollars sur 10 ans par la Banque mondiale. Des militants de plusieurs ONG, dont Glasgow Action Teams et 350.org, ont déployé une banderole devant la Tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Ces activistes ont choisi d'agir à la veille du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Ce qui nous met en colère, pas qu'à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme Total Energy, Exxon ou Shell continuent de battre des records de profit chaque année, alors que ça fait 50 ans qu'ils connaissent l'impact de leurs activités sur le climat et sur la biodiversité. L'objectif de ce sommet, trouver des moyens de réformer les banques de développement mondiales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, afin de faire face au réchauffement climatique et prendre en compte son impact dans les décisions de prêt. Président Macron, arrêtez l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, faites payer les pollueurs si nous voulons avoir une justice climatique, mettez fin au financement des combustibles fossiles. Et enfin, en ce qui concerne l'Ouganda, nous vous observons, faites en sorte que ce sommet soit un pas en avant pour les gens comme nous, pour les gens de pays comme le mien. Si la restructuration de la dette et la réduction de la pauvreté feront partie du sommet de jeudi et vendredi, le climat en sera le principal moteur. Les représentants des pays en développement d'Afrique et d'Asie occupent une place de choix à la table des négociations.